Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui je vous propose d'écouter un texte écrit par Rohirrim, un des membres de l'Amicale des arts martiaux français. Vous pouvez suivre son blog personnel que je mettrai en description de la vidéo. Voilà, il y a plein de textes, c'est un blogueur. Hein. Voilà, moi j'y arrive pas, les blogs, c'est pas mon média favori. Lui il y arrive très bien, donc du coup... Eh bien, je trouvais intéressant de mettre en audio ces textes qui peut-être ne seront pas lus par ceux qui n'aiment pas lire. Hein. Avant d'attaquer la lecture du texte, je vous rappelle, comme d'habitude, que vous pouvez adhérer à l'association L'Amicale des arts martiaux français. Vous pouvez aussi adhérer à nos divers réseaux sociaux. Et enfin, vous pouvez m'aider en souscrivant à la chaîne Patreon Le Martialiste. Alors pour aujourd'hui, le texte de Rohirrim s'appelle « De l'académisme et de la fourberie ». Et je n'ai plus qu'une seule chose à dire, c'est parti. Voici quelque temps que ma réflexion se porte sur la construction des méthodes historiques, ici martiales, et leur rapport avec les finalités qui ont conduit leurs concepteurs à les élaborer. Le but de ma réflexion est de comprendre en quoi une méthode inscrite dans un traité suit une méthodologie figée, voire figeante et sclérosante, ou si, au contraire, elle porte en elle, de manière indirecte, l'ouverture vers une liberté adaptative, voire créative pour l'élève de cette méthode. Autrement dit, suivre une méthode ampute-t-il notre capacité à nous adapter au réel ou cela nous donne-t-il les moyens de le dépasser? Et au-delà, éventuellement créer la nôtre méthode par la suite. L'académisme est-il un frein ou une chance pour dépasser l'académisme? Petit préambule et premières explications. Quelques définitions préalables de certains termes ou concepts liés à ce sujet. L'académisme, c'est une tendance chez un artiste, en particulier au XVIIe et au XIXe siècle, à observer les enseignements formels des académies, à mouler sa production dans des cadres esthétiques traditionnels. Au niveau littéraire, c'est un caractère de ce qui est gagné par l'immobilisme et la sclérose, du fait d'un respect excessif des formes et des conventions, à l'absence d'originalité. Réduire un art, du latin ad artem redigere, rassembler des savoirs épars, fragmentaires et souvent non écrits, les mettre en ordre méthodique à l'aide des mathématiques, de la rhétorique et de la figuration, contribuer ainsi au bien public. Si la définition est complexe, c'est que l'opération par laquelle on voulut à l'époque moderne diffuser par l'écrit et par le dessin les savoirs ainsi formalisés ne l'était pas moins. L'enjeu était à la fois simple et capital, faciliter les choix techniques des hommes de l'art et rendre accessible au plus grand nombre des savoirs jusqu'alors partagés par les seuls gens du métier. Les deux définitions que nous venons de voir renvoient à ce qu'on peut appeler l'académisme, c'est-à-dire une codification d'apprentissage sous forme de style, école, avec des règles, des principes et des moyens d'expression, ainsi que le choix qui en est fait de la synthétiser pour faire apprendre et comprendre des principes et des gestes techniques à des gens, ici et dans le contexte qui nous occupe, des moyens de défense, et avec un certain respect de principes établis, principes physiques et moraux, et s'exprimant par une technicité et une esthétique particulières. Comme exemple premier, nous pouvons prendre l'art équestre, peut-être l'une des premières disciplines à avoir essayé de réduire en art de manière formelle et unifier leur matière propre d'enseignement. Les premières académies équestres de Naples et de Florence, par exemple, ont adopté ainsi une méthode expérimentale pour chercher et établir des principes généraux par induction logique sur l'observation de faits particuliers. Et par comparaison des différentes méthodes particulières de tel ou tel écuyer obtenant des résultats tangibles et avérés, avec un sujet qui n'accepte pas le compromis, en l'occurrence le cheval. Avec lui, ça marche ou ça ne marche pas, et on ne peut pas le forcer. Elle substitue ainsi le rationalisme au mysticisme ou à l'empirisme. Les gestes et les esprits deviennent ainsi raisonnés. Rappelons aussi que certains se sont demandé si certaines figures académiques équestres n'avaient pas un aspect des plus pragmatiques sur le champ de bataille pour le cavalier combattant et devaient lui permettre de s'en sortir en les mettant en pratique. L'on peut penser au cabré ou à la croupade par exemple. Mythe ou réalité, le simple fait que cette interrogation existe prouve déjà la complexité de la réflexion. Que réaliser ces figures servent uniquement à l'apprentissage ou qu'elles aient une réelle utilité pragmatique martiale, tout au moins, qui peut le plus peut le moins.
car pour arriver à réaliser ces figures complexes, le cheval et le cavalier devaient avoir maîtrisé l'ensemble de la méthode au moyen et par le développement de qualités supérieures. Par la suite, de nouvelles méthodes équestres se sont créées, par des évolutions successives, par strates, à partir de la méthode originale, qui ainsi s'enrichit par raffinement ou, au contraire, par réfutation de certains aspects de celle-ci, pour ne garder que le meilleur. Au final, l'académisme fixe donc des règles d'apprentissage, des règles techniques, corporelles, qui, si elles sont prises au premier abord, semblent restreindre la spontanéité et l'imagination créative de l'apprenant, mais visent au contraire à terme à lui permettre de trouver sa manière, dans le respect de ses principes. À ce moment-là, il peut alors être reconnu comme maître, ou, du moins, comme amateur éclairé. Les filiations de méthodes repérées, tracées, revendiquées donnent donc à penser que l'académisme n'empêche pas sa propre évolution. L'académisme bien fait cadre donc l'apprentissage mais sans enfermer l'élève. Il laisse la possibilité, à un moment, d'exprimer ce que l'on a compris, voire dans un sens différent, car il a pour but de transmettre essentiellement des principes transversaux, un peu comme le compagnon qui suit l'enseignement d'un maître, avant de pouvoir montrer sa compréhension au moyen d'un chef-d'œuvre, avant de quitter son maître et de s'établir librement à son tour, en conservant des liens avec son maître, ou pas, car la liberté est là aussi. Une logique scolaire, mais sans en devenir dépendant, ni abolir sa responsabilité personnelle de réflexion d'étudiant. Une logique scolaire, mais pas que. Apprendre sans devenir un clone, ou en sachant pertinemment qu'on ne veut pas dépasser le stade clonesque. Voilà qui est difficile. La dérive du scolaire est de ne jamais en sortir et de s'imaginer que la matière d'apprentissage est la matière réelle de l'art. À force de vouloir se conformer au modèle, placé comme idéal, on oublie que celui-ci n'est que la représentation modélisée de la réalité, et pas la réalité elle-même. Les gestuelles figées ne sont pas les gestuelles mouvantes du chaos situationnel. La confrontation au réel passe nécessairement par une adaptation à celui-ci, dans ce qu'il a de fluctuant. C'est pour cela que dans les styles, même les plus académiques, il y a d'une part la technique belle et officielle, il faut bien commencer par quelque chose, mais aussi, et donner l'accès à un versant plus pragmatique et sombre, pour connaître un maximum d'aspects du sujet. Mais sans règles, principes et cursus, on ne peut apprendre efficacement, et sans référence permanente au contexte d'expression choisi, on risque de se perdre dans l'apprentissage. Sans doute aussi, un but secondaire de l'académisme dans les arts martiaux est de transformer, canaliser la violence en la sublimant, en une matière étudiable, affinée, raffinée, pour en faire une discipline acceptée socialement. Sur ce sujet, je vous invite à voir l'ouvrage « Croiser le fer ». Les fourberies, rupture dans la méthode. L'académisme est donc l'apprentissage d'une méthode par le biais de principes et d'une technicité commune, un langage partagé, avec des codes, des règles reconnues et balisées au sein de la méthode. Les fourberies, bottes secrètes et autres coups particuliers, ne sont que des écarts surprenants par rapport à cet académisme. Ils sortent des conventions du jeu académique, et donc peuvent surprendre et désarmer totalement le joueur non préparé à leur existence. Ils jouent sur la tromperie, des cibles, des distances, des postures, les interdits techniques, qui redeviennent alors la chose à faire de manière opportune ou construite, ou le mélange des dimensions, par exemple les coups dans le jeu de lutte, l'appréhension dans le jeu de boxe, les deux dans le jeu des armes en corps à corps, le lancer d'objets à distance. Parfois, ces écarts rattrapent la méthode, dans le sens où ils sont présentés, expliqués, décortiqués, parfois contrés et donc, d'une certaine manière, et au bout de la chaîne, peuvent devenir partie intégrante de la méthode. D'où l'ambiguïté de ces fourberies. Bannies et inutiles dans la vision de la méthode ou totalement adéquates, en fait, dans les finalités éducatives retenues. Cela existe en lutte, par exemple les torsions de doigts ou les coups dissimulés, en boxe, les temps de lutte d'opportunité, en escrime, saisissement de garde et autres percussions des pieds dans le jeu court. Souvent ces fourberies, l'écart par rapport à la norme, sont expliqués dans les traités, même s'ils sont plus ou moins dénigrés. Réalisme de la finalité pratique contre volonté de rester dans une pratique socialement acceptable. Si effectivement il y a deux aspects dans les méthodes, je la distinguerai plutôt entre pratique de salle et pratique de terrain. En salle, pour la formation et l'entraînement, il est nécessaire d'avoir des règles et un cursus strict assurant la sécurité des pratiquants. Ne jamais oublier qu'en escrime, par exemple, ils n'avaient pas de masque avant le milieu du XVIIIe siècle, et que leurs lames et protections n'avaient pas la qualité du matériel actuel. En revanche, les maîtres devaient aussi préparer leurs élèves à la chose réelle, duel ou rix,
Où un coup tordu hors des règles de salle peut assurer la survie ou faire perdre la vie si l'on se fait surprendre. Il est donc question aussi, à côté d'une pratique socialement acceptable, d'un processus d'enseignement aussi sécurisé que possible, pour éviter les accidents de salle, menant à la maîtrise des situations létales. Cette vision de la dichotomie entre les deux pratiques révèle la réalité de l'académisme. Il y a sans doute la technicité habituelle, car il faut bien commencer par quelque chose, donner des bonnes règles, y compris de sécurité en salle, certes de sécurité posturale, peut-être, mais aussi envisager une partie de la pratique plus sauvage et moins policée, et préparer l'élève à la multiplicité des situations rencontrées. Toutefois, je pense aussi que toute la pratique, tous les élèves, n'avaient pas vocation nécessairement à former ou devenir des tueurs ou des bêtes de guerre. Ne serait-ce que parce que tous les humains n'ont pas cette capacité à tuer, car cela demande des ressorts psychologiques particuliers que bien des gens n'ont pas ou ne savent pas ressortir. Voir à ce sujet par exemple l'excellent roman Le Maître de l'escrime d'Arturo Pérez Reverte. D'autre part, et selon les époques, certains milieux sociaux imposaient de savoir, à minima, tirer et présenter l'épée ou faire face à un défi. Donc d'avoir un minimum de pratiques réelles pragmatiques. Un peu comme, parfois, on prend des cours de dessin ou des cours de danse pour acquérir une culture variée et diversifiée permettant de tenir son rang et partager, discuter des points communs avec les gens de son milieu. À cet égard, on peut se référer à la pièce Le bourgeois gentilhomme, dans laquelle le maître d'armes cherche à transmettre la bonne escrime à Monsieur Jourdain. La satire de cette scène cache sans doute une certaine forme de réalité de la caste qui constituait le public de Molière. Au-delà de l'idée, ici le sens est donc de montrer dans une méthode un panel d'actions possibles, dans le cadre et hors le cadre, et une culture globale de l'activité proposée. En fait, l'enjeu est de se demander si l'académisme est aux antipodes du réalisme ou au contraire, s'il a vocation à modéliser la réalité, voire la modeler. Est-il une étape numéro 1, préalable et clair, pour mieux comprendre une étape numéro 2, suivante et sombre, ou un fil rouge permanent de l'ensemble transmis. Différentes strates de pratique peut-être, pour différentes attentes de pratiquants. Nous voici arrivés à la fin de cet article et pour l'étouffer en images, je ne peux que vous conseiller de suivre le lien que vous trouverez en description de cette vidéo pour aller voir ces fameuses images que Rohirrim a mis sur son blog. Et elle parle d'elle-même. Voilà, j'espère que ce texte vous a plu et qu'il vous donnera d'approfondir un peu plus le sujet. Il y aura d'autres lectures, il y aura d'autres audios, ne vous inquiétez pas. En attendant, je ne peux que vous conseiller une chose, entraînez-vous bien, amusez-vous bien, et à la prochaine.